Salut, bienvenue, c'est Igloo sur topmusic.fr. Igloo, le Mac de l'habitat, l'émission recommandée par les plus grandes marques de banques vertes et par la coupe de cheveux de Cédric Simonin. C'est vrai, parce que je le vaux bien. Oui, vous le voyez bien. Bonjour Cédric. Hello. On va recevoir un habitué de l'émission, Christophe Ecker, président de Ma Solution Crédit. Bonjour Christophe. Bonjour Eric. Avec vous, aujourd'hui, le sujet, c'est est-il plus compliqué ou plus facile d'emprunter cette année que l'année dernière? Pour vous cuisiner, Cédric Simonin, mais avant, je ne sais pas si vous avez l'heure. Vous avez une montre ou pas? Une belle montre. Est-ce que Pierre Lanier. Pierre Lanier, Top Music? Évidemment. Peut-être que vous l'avez gagné sur Facebook. Il faut partager cette émission sur le Igloo on Air, sur la page Facebook d'Igloo. Vous partagez l'émission et on fait un tirage au sort parmi tous ceux qui ont partagé pour remporter cette magnifique montre Top Music Pierre Lanier. Cédric et Christophe, donc est-il plus difficile d'emprunter cette année que l'année dernière? C'est une bonne question, Oui, Eric, merci, que je j'ai vous remercie souhaité d'avoir poser. posé. Alors, en fin d'année dernière, Eric, la Banque de France a tiré la sonnette d'alarme en ce qui concerne le crédit immobilier, demandant aux banques de lever le pied afin d'éviter une bulle du financement et par là même essayer de tuer un peu l'économie. Nous en avions parlé dans une précédente émission, où Christophe nous avait fait part de sa crainte de voir les banques refermer le robinet du crédit en 2020. Donc maintenant, ça fait un trimestre d'activité. Il était temps de faire un bilan pour savoir si finalement ces craintes étaient avérées ou non. Alors, avérées ou non? Malheureusement, oui. C'est vrai qu'on en avait parlé assez tôt, dès la fin de l'année dernière, puisque le HCSF, Haut Comité de la Stabilité Financière, avait émis quelques recommandations. À l'époque, j'étais assez partagé. Je n'étais pas du tout convaincu que ce serait suivi et appliqué, parce que souvent, ce genre de recommandations très génériques, ça relève plus de la théorie que de la pratique. Mais là, force est de constater que c'est bel et bien mis en pratique et les banques sont plutôt diligentes sur le sujet et appliquent les règles au pied de la lettre. Donc oui, il y a un durcissement des critères là, en début d'année 2020. Ouais. Alors, qu'est-ce qui a été modifié en 2020 versus 2019? Le gros des recommandations, c'était porté sur le taux d'endettement. L'idée, c'était de dire qu'il fallait être beaucoup plus drastique sur le respect du taux d'endettement à 33%. Donc ça, c'est l'un des éléments qui aujourd'hui est très regardé par les banques. La notion d'apport aussi. Et après, pour les investissements locatifs, là aussi, les banques se montrent un petit peu plus difficiles, notamment sur ce qu'on appelle le calcul du bilan foncier lorsqu'on analyse la capacité d'un investisseur à faire des projets immobiliers. Ouais. Alors vous, en tant que courtier, vous travaillez avec de nombreuses banques partenaires. Maintenant, est-ce qu'il y a une différenciation, une politique différente entre les unes et les autres? Alors heureusement oui. Alors, il n'y a pas de différence radicale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une banque qui applique les règles à la lettre et l'autre qui ne les applique pas du tout. Grosso modo, toutes les banques les appliquent. Mais il y a là-dedans encore des plus permissives que d'autres, sans citer de réseau, mais il y en a une par exemple avec laquelle on travaille, c'est le taux d'endettement, c'est vraiment 33%. C'est pas 33,1%. C'est pas 33,2, c'est 33. Il y a d'autres banques qui aujourd'hui peuvent encore accepter des dossiers à plus de 33% d'endettement parce qu'il y a d'autres éléments qui vont permettre de contrebalancer un petit peu. Mais pour l'instant, en tout cas, elles sont quand même toutes au diapason. Ça veut dire que maintenant, quelqu'un qui a un revenu, je vais prendre un revenu très très haut, qui a 15 000 euros par mois, donc un reste à vivre relativement important, cette banque, qu'on ne va pas citer, bloque à 33%. Je vais presque dire bêtement, je ne vais pas me faire des amis, mais... Moi non plus, mais force est de constater que c'est assez stupide comme raisonnement. Ouais, on trouve des aberrations comme celle-là aujourd'hui. C'est vrai que c'est assez... Heureusement, la majorité des gens qui nous écoutent ne gagnent pas 15 000 euros par mois. Oui, mais il y en a quand même. Oui, bien sûr, bien sûr, il faut y penser et aussi. puis même sans parler de gens qui gagnent 15 000 euros par mois. J'ai aujourd'hui un taux d'endettement à 33%, selon qu'on gagne 1 500 euros par mois ou qu'on en gagne même 4 000, c'est pas encore 10 000 ou 15 000, il y a une grosse différence, puisqu'effectivement, il y a cette notion de reste à vivre. De reste à vivre, d'ailleurs, pourquoi on n'en tient pas plus compte d'ailleurs de ce reste à vivre? Je suis d'accord avec vous, il faudrait qu'on en tienne plus compte. Là, en début d'année, aujourd'hui, on est vraiment focus sur cette histoire de taux d'endettement. On occulte un petit peu le reste à vivre. Alors, on ne l'évacue pas complètement malgré tout, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, elles sont arc-boutées, les banques, globalement, sur ce taux d'endettement. Et on a un peu plus de mal à faire peser cet indicateur-là, qui pourtant est évidemment très important, puisque concrètement, c'est ce qui reste à l'emprunteur une fois qu'il a payé sa mensualité pour vivre. C'est comme ça qui est déterminant pour voir si à terme, il pourra payer son crédit sur 20 ou 25 ans. Alors là, pour éclairer un peu les auditeurs, concrètement, quels sont les cas qui ne passent plus aujourd'hui? Je vous en ai sorti 2, là, très récents, qu'on a traités. Je prends mes notes, parce qu'évidemment, je ne connais pas tout ça par cœur, mais un couple qui gagne 4 000 euros par mois, qui souhaite acheter un bien dans l'ancien,
donc un couple de jeunes, j'ai plus leur âge exactement en tête, mais ils avaient entre 25 et 30 ans. Ils ont 40 000 euros d'épargne, ce qui est plutôt pas mal Oui. à cet âge-là, quand on gagne 4 000 euros par mois pour un couple. Ils souhaitaient pas consacrer leur épargne à l'apport pour ce projet immobilier, ils souhaitaient conserver cet argent pour éventuellement faire des travaux. Donc en d'autres termes, ils injectent en tout cas facialement zéro apport. Ça a été refusé par 2 banques. Alors on a trouvé la solution, c'est pas un souci, mais en tout cas 2 banques qu'on avait ciblées, qui en 2019 auraient fait passer ce dossier sans souci, ça a été refusé. Alors même qu'aujourd'hui, pour les banques, c'est quand même un enjeu important de récupérer ce qu'on appelle de l'épargne. Là, ça aurait été le cas dans le cas de ce dossier, mais ça a été refusé malgré tout. Ils auraient préféré qu'ils injectent au niveau de l'apport. Deuxième cas. La solution, c'est que vous avez trouvé une autre banque qui Ouais, a dit, ouais, qui a dit oui. alors, Hein. heureusement. Quand vous dites la solution, c'est une autre banque. Oui, tout à fait. On est C'est d'accord. une banque, ouais, tout à fait. Oui, parce Alors, que les banques, a priori, veulent que cet argent, les 40 000 euros, les voulez tout de suite. Quoi. soit C'est injecté ça, l'idée. dans le projet, ce qui, Voilà, d'après moi, est dommage pour un couple qui a du potentiel comme ça. Qui est Surtout jeune. avec les taux actuels. Bien sûr, hein, Voilà. plutôt intérêt. Je suis les émissions parfois au fur et à C'est mesure. bien, je vois ça. Bravo, Eric. Félicitations. Bon, deuxième cas, j'en parlais tout à l'heure, c'est l'investisseur locatif. Là, c'est un jeune célibataire qui avait acheté sa résidence principale il y a 5 ans. Donc évidemment, il a un crédit immobilier en cours, mais il a un endettement aujourd'hui de 27%. Il souhaite faire un investissement locatif. Sauf qu'encore une fois, comme on ne pratique plus ce qu'on appelle le bilan foncier et que finalement ces revenus locatifs à venir, on va les catégoriser dans la même catégorie que ces revenus du travail et on va calculer la charge à part au lieu de faire un rapport entre les deux, c'est-à-dire on isole l'investissement locatif et on prend que la différence entre le loyer qui rentre et la mensualité qui paye, et ben forcément ça a gonflé le taux d'endettement, ça l'a fait passer au-delà des fameux 33%. Pareil, refusé dans une banque, je crois, qu'on avait ciblé, on pensait pourtant que ça passerait. Et bon, on a réussi à trouver la solution, heureusement, c'est le métier du courtier. Mais ouais, aussi, on était bloqué sur ce critère d'endettement. Donc là, on fait un état à fin de premier trimestre. Est-ce que vous pensez que ces politiques sont gravées dans le marbre ou est-ce qu'il y a des chances qu'elles puissent s'assouplir un petit peu? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, moi, je ne pensais pas que ce serait appliqué de façon aussi stricte. Pour le coup, je me suis un petit peu trompé parce que là, pour l'instant, c'est appliqué de façon assez stricte. Mais je pense par contre que ce ne sera pas gravé dans le marbre. Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de banques refusent des dossiers. Or, leurs objectifs en termes de distribution de crédit en 2020 sont exactement les mêmes qu'en 2019. Donc, il va falloir m'expliquer comment elles vont réussir à remplir ces objectifs si elles refusent parfois 20-25% des dossiers. Donc, ce qui va se passer, à mon avis, c'est ce qu'on observe assez souvent depuis quelques années, c'est que les banques qui se montrent les moins permissives en début d'année vont tout à coup faire le constat qu'elles ne sont pas dans les objectifs. Il va falloir qu'elles ouvrent un petit peu les vannes. Et puis, Il vaut mieux acheter en fin d'année. non, mais souvent c'est ça. Il y a presque une saisonnalité dans le domaine du crédit. Alors, je veux quand même faire un point important là-dessus. On n'est pas en train de dire que les banques avant faisaient n'importe quoi. Ouais. J'ai entendu certains commentateurs dire que en 2018-2019, c'était les subprimes en France, on prêtait à n'importe qui. C'est du grand délire de raconter des choses comme ça. Hein. En France, la distribution de crédit est très encadrée. Il n'y a pas eu de dérive. Alors, il y en a eu, mais ça fait il y a 15 ans, c'est très, 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 très loin tout ça avec les taux variables. Aujourd'hui, on est quand même dans un système de distribution de crédit extrêmement sain. Et donc, quand bien même les banques reviendraient à ce qu'elles faisaient en 2018-2019, elles ne mettraient pas en péril le système économique français. Alors maintenant, pour les auditeurs qui paniquent en écoutant cette émission et en vous écoutant, Christophe, on est content quand vous venez dans notre émission pour faire paniquer les auditeurs. Alors la question qui tue, c'est est-ce que c'est encore le moment d'acheter? Ah ouais, là par contre, ça c'est indiscutable. C'est toujours et encore le moment d'acheter. Les taux sont très bas. Le pouvoir d'achat immobilier dont on a souvent parlé dans cette émission est encore hyper important, malgré les prix de l'immobilier qui augmentent. Donc oui, évidemment, c'est le moment d'acheter. Et tout ce qu'on disait l'an dernier, à savoir qu'on peut devenir propriétaire au prix d'un loyer, qu'on peut se constituer un patrimoine immobilier quand on est investisseur locatif à moindre coût, tout ça tient toujours. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, un dossier doit être beaucoup plus pro au niveau de son montage, beaucoup mieux analysé. Ficelé, ouais. Et en fait, ce qui se passe, alors sans vouloir nous tirer la couverture à celle des courtiers, aujourd'hui, c'est clair qu'on a beaucoup plus de chances de voir aboutir son dossier en passant par un courtier qu'en essayant de le présenter soi-même. D'autant plus qu'il y a un effet psychologique, et vous le savez bien, Cédric, vous qui êtes dans l'immobilier, c'est que l'acheteur qui va présenter son dossier à une banque et qui essuie un refus, souvent, il a plutôt tendance à baisser les bras et à C'est pas clair. aller voir ailleurs. Quoi. Ce qui est une erreur, systématique. Ouais. et c'est presque Ah ouais, systématique. systématique. Alors que s'il va voir un courtier qui peut lui expliquer que le dossier tel qu'il est présenté aujourd'hui ne passerait pas, mais voilà ce qu'il faudrait Et faire puis pour vous le faire avez passer. cité 2 exemples. Oui, voilà, exactement. Et d'ailleurs, pour conclure, vous avez cité ces 2 exemples, mais au début de l'émission, on vous a posé la question, est-il plus difficile d'emprunter en 2020 qu'en 2019 ? Vous avez dit oui, mais finalement non, puisqu'on trouve des solutions. Voilà, les solutions, on les trouve, mais encore une fois, encore faut-il passer par le professionnalisme d'un courtier en crédit qui sera vraiment Évidemment, bien vous n'avez pas à ciblé. nous dire le contraire.
Non, mais c'est vrai, c'est pour ça que Vous je dis prêchez pour votre paroisse, mais on vous invite pour c'est- ça aussi parce que c'est important d'être. c'est Pardon, Cédric, objectivement vrai. je m'emballe. Ouais, vous emballez. Vous emballez. Pour Moralité conclure, quand alors. même. Ouais. Allez, un conseil auprès des futurs acquéreurs. Ne vous découragez pas à un premier refus qui est parfois pas forcément, je ne vais pas dire justifié, mais émis pour de bonnes raisons. Ouais, on a bien C'est vrai. compris qu'il y a des solutions. Merci beaucoup, My Solution Crédit. Bonjour à tout le monde chez vous. Sur Internet, évidemment, on vous trouve facilement. Oui. Christophe Ecker. Merci Cédric Merci. Simonin. Et cette émission, c'est sur topmusic.fr, sur Igloo On Air, avec la montre Pierre Lanier Top Music à gagner, bien sûr, si vous partagez l'émission. Sur la chaîne YouTube d'Igloo et sur le site de Trianon Résidence, dont le patron co-anime cette émission brillamment. Merci beaucoup, messieurs. À très Merci à vite. vous.